ne passe pas. Donc ça témoigne, au fait, c'est pas si bête que ça, parce que quand c'est solide, ça descend un petit peu par la gravité. Et quand c'est liquide, ben, il y a besoin que l'œsophage fasse progresser le bol. Et donc, comme il a des contractions anarchiques, ben, ça bloque. L'altération de l'état général est souvent tardive. Donc, conduite à tenir. Donc, si on a une dysphagie haute avec des troubles de déglutition, il va falloir faire quand même un examen ORL et un examen neurologique pour ne pas passer à côté des fausses routes, des troubles de la déglutition dus aux AVC bulbaires. Par contre, une fois qu'on a éliminé les causes neurologiques et ORL, dysphagie équivaut à lésion de l'œsophage. Et donc du coup, il va falloir faire une gastroscopie pour aller chercher les œsophagites peptiques, les cancers. Et si jamais c'est négatif, à ce moment-là, on pense aux pathologies fonctionnelles. Il va falloir faire la manométrie œsophagienne. Donc il ne faut jamais négliger une dysphagie. C'est un signe d'alarme très important, surtout s'il y a un contexte alcoolotabagique. Le pyrosis. Le pyrosis, donc c'est le deuxième signe fonctionnel le plus rapporté par les patients. Donc pyrosis, c'est un signe pathognomonique du reflux gastro-œsophagien. Une fois que le patient vous rapporte un pyrosis, vous n'avez pas besoin de faire une gastroscopie pour prouver qu'il y a du reflux. Donc c'est vraiment pathognomonique, c'est une douleur à type de brûlure épigastrique irradiant vers l'oropharynx. Elle est rétrosternale et il y a souvent un syndrome postural. Donc c'est quoi le syndrome postural ou le signe du lacet? C'est-à-dire que c'est une douleur déclenchée par le clinostatisme ou l'antéflexion du tronc vers l'avant en essayant de fermer ses lacets. Ça déclenche la douleur. Au fait, le clinostatisme ou l'antéflexion favorise donc le reflux de l'estomac vers l'œsophage et donc du coup c'est aussi un signe important pour guider le diagnostic. Donc douleur à type de brûlure irradiant de l'épigastre en rétrosternal vers l'oropharynx avec un contexte de syndrome postural. Souvent, il y a une régurgitation acide associée. Il dit que le bol alimentaire remonte au niveau de la bouche. Donc, les signes d'accompagnement ou les formes dégradées. L'association à une dysphagie doit être suspectée et doit toujours faire suspecter une complication, une œsophagite peptique ou un cancer. Très souvent, les manifestations du reflux peuvent être frustes, c'est-à-dire que c'est une douleur à type de brûlure épigastrique, mais qui ne migre pas en rétrosternal. Ou le syndrome postural n'existe pas. Ou il y a des douleurs thoraciques, mais elles ne sont pas rétrosternales. Donc, à ce niveau-là, ça devient quand même un petit peu flou, et il va falloir prouver qu'il y a bien un reflux gastro-œsophagien. Donc, la conduite à tenir devant un pyrosis. Donc, s'il y a signe d'alarme, c'est-à-dire un patient âgé de plus de 45 ans, qui a des antécédents familiaux de cancer, qui prend beaucoup de médicaments, où il y a une altération de l'état général, s'il y a des anomalies biologiques évidentes, comme une anémie ferriprive, s'il prend de son propre chef des antisécrétoires, mais ça résiste au traitement, il va falloir faire quand même une gastroscopie. Donc s'il y a des signes atypiques, comme on a dit, les symptômes ORL, une sinusite sans sensation de reflux, un asthme résistant au traitement habituel, une voix rauque, des épigastralgies, on fait une gastroscopie, on recherche une complication qui s'appelle l'œsophagite. En son absence, il va falloir faire une pH-métrie. Donc, s'il y a des signes d'alarme ou s'il y a des symptômes atypiques, il faut passer par la gastroscopie pour rechercher les complications, pour prouver qu'il y a un reflux gastro-œsophagien.
En l'absence d'une symptomatologie clinique évidente, d'une douleur à type de brûlure irradiant de l'estomac vers l'œsophage en rétrosternal, avec un syndrome postural, il est important de faire une pH-métrie. Bon, passons à l'estomac. Donc l'anatomie fonctionnelle de l'estomac, donc ça c'est le fondus et qui sert à collecter le bol alimentaire, à le broyer et donc l'antre sert au broiement et à la propulsion vers le duodénum. Voilà. Les différentes cellules gastriques, donc il y a les cellules pariétales qui aident, qui sont responsables de la sécrétion d'acide gastrique, les cellules à mucus qui protègent la paroi gastrique de l'acidité gastrique, et puis il y a les cellules caliciformes qui servent à sécréter la gastrine. C'est une hormone qui sert à stimuler les cellules pariétales pour augmenter la sécrétion gastrique. Sur le plan nosologique, donc on a 3 grands chapitres, les ulcères, le cancer gastrique et la dyspepsie fonctionnelle. Les ulcères, donc, ou la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, la maladie ulcéreuse chronique, c'est l'ulcère de Crux-Veillé. C'est une maladie infectieuse qui est due à l'Helicobacter pylori et qui entraîne donc l'hypersécrétion acide. Contrairement à la maladie ulcéreuse aiguë, qui est due le plus souvent à la prise d'AINS. Et donc c'est des ulcérations, des érosions qui sont dues donc aux AINS. C'est une maladie iatrogène. Donc il faut toujours faire attention devant un ulcère gastrique de ne pas passer à côté d'un cancer gastrique parce que c'est une forme typique anatomique et donc du coup on ne peut jamais savoir si, devant un ulcère gastrique, est-ce qu'il s'agit d'un cancer ou d'un ulcère de Crux-Veillé. Et c'est pour ça qu'on fait souvent des biopsies et qu'on contrôle après traitement pour voir est-ce que ça a disparu ou est-ce que c'est bien un cancer de l'estomac. Donc vous voyez ici, ça c'est un ulcère bulbaire, ça c'est un ulcère de l'estomac, là c'est un cancer. Ça c'est aussi un ulcère du bulbe. Donc les différents moyens d'exploration de la pathologie gastrique, donc en premier c'est la gastroscopie. En second, il y a toujours l'écho-endoscopie. Le transit œso-gastro-duodénal ne sert plus à rien. Et en fonctionnel, donc il y a la scintigraphie gastrique. Donc il y a 2 grands types de symptômes. La douleur ulcéreuse typique de siège épigastrique à type de crampe ou de torsion, sans irradiation, d'intensité variable selon le sujet. Et elle a une durée de 30 minutes à 2 heures. C'est une douleur qui a un horaire postprandial, 1 à 4 heures après le repas, fixe chez un même malade avec une sensation de faim douloureuse, souvent nocturne et réveillant le patient. Donc ces douleurs sont donc rythmées par les repas. Elles durent 4 à 6 semaines, surviennent tous les jours sans interruption et se calment progressivement pour disparaître complètement entre les poussées. Donc il y a une rythmicité. Elle est rythmée par les repas. C'est souvent une sensation de faim douloureuse qui est calmée par le repas, mais avec une sensation de plénitude par la suite, une mauvaise digestion. C'est une douleur qui ne dure pas longtemps, qui dure 30 minutes à 2 heures de temps, et qui dure tous les jours, qui vient tous les jours pendant 4 à 6 semaines, et puis elle disparaît. Et elle revient 3 à 4 mois plus tard, toujours pareil, avec les mêmes caractéristiques. Et d'ailleurs, le patient la reconnaît parfaitement. Donc, oui, j'ai ça depuis quelques années, ça, 2 ou 3 fois par an. C'est une douleur qui reste 4 à 6 semaines et puis disparaît. Et à chaque fois, il croit qu'il est guéri et non, ça revient.
Donc, il faut savoir que plus de 50% des ulcères se manifestent par des symptômes atypiques, que certains ulcères sont latents, non douloureux et sont révélés par des complications comme une hémorragie digestive ou une perforation. Et par exemple, les ulcères sous-cardio, parce qu'il y a la sécrétion acide n'atteint souvent pas le cardia, et donc du coup, on met longtemps pour les découvrir. Donc ensuite, il y a les douleurs épigastriques atypiques, c'est-à-dire c'est pas la douleur ulcéreuse typique comme elle a décrit tout à l'heure. Elle peut être juste une tension épigastrique, c'est pas un type de crampe, un ballonnement, une pesanteur, une digestion lente entre guillemets, très variable dans le temps. Elle peut être plus ou moins reliée au repas, avoir ou pas de rythmicité, associée à des nausées et éructations. Et cette douleur ulcéreuse typique ou atypique oriente vers un ulcère de l'estomac, mais n'a aucune valeur sémiologique sur le plan ulcère ou cancer ou dyspepsie fonctionnelle. Donc, conduite à tenir. Donc, devant une douleur ulcéreuse, il va falloir faire une gastroscopie, et particulièrement quand il y a des signes d'alarme. Altération de l'état général, l'âge supérieur à 45 ans, des antécédents familiaux ou ethniques de cancer de l'estomac, la prise d'anti-inflammatoires au long cours et la résistance au traitement empirique par des antisécrétoires. Les vomissements. Donc le deuxième symptôme le plus fréquent orientant vers une pathologie gastrique, c'est les vomissements. Donc les vomissements, c'est un reflux du contenu de l'estomac vers l'oropharynx et qui est dû à une contraction de la paroi abdominale avec un relâchement du diaphragme et des sphincters inférieur et supérieur de l'œsophage, permettant le passage donc du bol vers l'extérieur. Donc l'analyse sémiologique. Donc il faut caractériser les vomissements. Est-ce qu'ils sont engés, sans effort? Est-ce qu'ils sont postprandiaux? Est-ce qu'ils soulagent? Est-ce que c'est des aliments? Est-ce que c'est bilieux? Est-ce que c'est fécaloïde? Tout en sachant que des vomissements fécaloïdes, ça oriente vers une stase alimentaire, vers une obstruction donc, du passage, ça oriente donc vers des pathologies d'occlusion. L'origine hémorragique, ça c'est une hémorragie digestive, donc c'est tout à fait une autre sémiologie, une autre nosologie. Est-ce que les vomissements sont provoqués par le patient? Est-ce qu'il y a des signes d'accompagnement? Est-ce qu'il y a une douleur, un arrêt des matières et des gaz, des céphalées? Est-ce que le patient est diabétique? Est-ce qu'il a une insuffisance surrénalienne, etc. Donc, prise de médicaments. Il faut faire un examen physique complet, chercher les signes de complications, l'état d'hydratation, de nutrition. Est-ce qu'il y a des pathologies associées? Donc, quand on vomit, on perd donc de l'acide chlorhydrique et par conséquent, on peut être en alcalose métabolique avec hypochloridrie et hypokaliémie et on peut être déshydraté. Ça atteint souvent les nourrissons et les vieillards. Les lésions œsophagiennes peuvent être à type de rupture traumatique de l'œsophage, c'est une perforation. Et c'est un syndrome de Boerhaave ou un syndrome de Mallory-Weiss avec hémorragie digestive due aux efforts de vomissement. Les autres complications, donc, c'est les pneumopathies d'inhalation, souvent quand il y a des troubles neurologiques ou de l'état de conscience, et bien sûr la dénutrition. Donc, orientation étiologique. Donc, en faisant l'interrogatoire, si on demande au patient est-ce que le transit est conservé, est-ce que c'est des vomissements qui soulagent, est-ce que c'est des vomissements postprandiaux, ça oriente souvent vers une origine abdominale. Donc
c'est souvent une occlusion intestinale ou un iléus paralytique à cause d'une péritonite ou tout simplement une gastro-entérite infectieuse. Les vomissements neurologiques, au contraire, c'est des vomissements engés, faciles, qui ne soulagent pas, qui sont souvent associés à des céphalées, des signes d'hypertension intracrânienne, une fièvre, c'est une méningite. Ils sont soulagés par la corticothérapie. Et on peut aussi trouver des vertiges en cas d'atteinte de l'oreille interne. Tout ce qui est céphalée plus vomissement n'est pas du tout une hypertension intracrânienne, ça peut être tout simplement une migraine. Donc c'est important de faire un fond d'œil ou un scanner cérébral à la recherche d'une hypertension intracrânienne ou d'une méningite quand on a des signes évocateurs, des vomissements engés matinaux avec des céphalées, mais il faut penser que ça peut être tout simplement une migraine. Les vomissements, donc, ça peut être d'origine endocrine. L'acidocétose diabétique donne des vomissements. L'insuffisance surrénalienne, l'insuffisance rénale, l'hypercalcémie, l'hyperthyroïdie, donc toutes ces causes endocrines peuvent donner des vomissements. Il ne faut pas oublier les origines iatrogènes, donc la prise de digitalique, d'opiacés, les chimiothérapies anticancéreuses, tout ça, ça peut déclencher des vomissements, mais généralement c'est un contexte connu. Donc le patient, il se sait en train d'avoir une chimiothérapie anticancéreuse, et généralement on prévient ça par des antiémétiques à l'avance. Il y a un dernier côté psychogène, les états névrotiques, les troubles du comportement, le fait de fumer du cannabis. Et il ne faut pas oublier, surtout chez les jeunes femmes, la grossesse. Donc la première cause de vomissement. Il ne faut pas du tout oublier ça. Donc il faut vraiment faire attention aux urgences et l'importance du contexte. Donc devant des vomissements, vous voyez que c'est tout un rayon, ça peut être de l'abdominal à l'hypertension intracrânienne, aux troubles endocrinaux. Donc vous voyez que l'interrogatoire est très très important. Il y a des mots-clés qu'il va falloir rechercher. En quoi consiste le vomissement? Est-ce que ça soulage? Est-ce que c'est postprandial? Les antécédents du patient, c'est très important. Parce que s'il est diabétique, déjà, il faut déjà faire une bandelette et rechercher l'acidocétose diabétique. Est-ce que c'est une jeune femme? Il faut demander les DDR, penser à la grossesse. Et donc voilà, c'est tout un contexte. Rechercher les médicaments du patient et essayer de s'orienter donc, dans ces 5 grands volets. Est-ce que c'est une occlusion? Est-ce que c'est d'origine neurologique? C'est les 2 causes les plus graves parce qu'il va falloir agir rapidement. Quelqu'un qui est en occlusion, il va peut-être falloir l'opérer, donc il faut y penser. Les causes neurologiques, s'il a une hypertension intracrânienne et que vous le laissez rentrer chez lui avec du Primpéran, eh ben, il va mourir après, il va faire un engagement. Et aussi les causes métaboliques et endocrines, il faut y penser, l'acidocétose diabétique. Même chez un patient qui n'est pas connu, un jeune patient qui rapporte une polydipsie, polyurie, il faut y penser l'acidose diabétique. Il faut toujours faire un bilan biologique c'est-à-dire rechercher l'hypercalcémie, une fonction rénale, rechercher l'hyperparathyroïdie, etc. Voilà. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ?